enfants, enfin bon, bref. Et les Juifs du Maroc, bon, il y avait une propagande, c'est pas le sujet, mais je connais très bien le sujet, peut-être qu'on en parlera une autre fois, mais ils ont quand même réussi, avec beaucoup de tromperies, de chantage, etc. Bon, on connaît les méthodes sionistes. Il se trouve qu'à la fin des années 60, la moitié des Juifs étaient partis en Israël, la moitié des Juifs marocains. Et l'autre moitié qui a compris que... Alors, les sionistes ont réussi un truc extraordinaire. C'est-à-dire, ils ont réussi à faire en sorte que le divorce entre les, Juifs, entre les populations musulmanes et juives dans les pays arabes soit prononcé et sans retour. C'est-à-dire, avant, il y avait des minorités juives partout, en Égypte, au Liban, en Maroc, etc. Et les sionistes ont fait en sorte que faire partir les juifs des pays arabes et en même temps rendre la vie impossible pour les autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays arabes, il ne reste même pas 1% des juifs. Voilà. Donc, pour faire court, la moitié des juifs marocains sont partis en Israël. Et ils ont été traités comme des arabes. Euh, donc, le racisme ordinaire, etc. Et puis, les sionistes se sont dit, il y a des juifs en Union soviétique. Or, les juifs en Union soviétique étaient totalement athées. C'est-à-dire, ils n'avaient absolument aucune idée du judaïsme, d'Israël, du sionisme, etc. Donc, ils ont commencé une propagande extraordinaire qui avait pour thème Let My People Go. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Louis Armstrong, Let My People Go. C'est-à-dire, c'est tiré de la Bible, de l'Ancien Testament, qui disait au Pharaon Let my people go, laissez mon peuple partir. Et donc, avec la propagande qu'on connaît aux sionistes, ils ont transformé comment dire, la vie des Juifs en Union soviétique comme un calvaire. Et donc, les Juifs soviétiques se sont dit, à l'époque, les Soviétiques étaient adorés l'Occident. Je ne sais pas, c'est ici que j'ai dit une fois que vous alliez à Moscou, vous emportez 10 paires de jeans, même les moins chers, hein, et vous passez un mois aux frais de la princesse. Voilà. Tellement ils avaient une. Et donc, les Juifs soviétiques, principalement en Ukraine et en Russie, enfin, en Moscou, on leur a fait miroiter qu'ils pouvaient partir en Occident. Et donc, les Juifs soviétiques et ukrainiens, enfin, bon, de l'espace soviétique, se sont inscrits pour partir. Sauf qu'on leur a joué un tour. Au début, ils arrivaient à l'aéroport de Bucarest, en Roumanie. À l'époque, la Roumanie était dirigée par Ceausescu. Et donc, les Juifs, quand ils arrivaient à l'aéroport, ils disaient on veut demander l'asile politique ailleurs. Donc, ce qui fait qu'ils se sont entendus. Non, ils arrivaient à Vienne, pardon. Ils arrivaient à Vienne. L'Autriche était un pays neutre. Donc, ils ont dérouté les vols vers Bucarest et on leur a dit, on a dit à Ceausescu, vous laissez personne partir, les Juifs qui débarquent, on les emmène direct en Israël et vous recevrez tant. Donc, ils ont réussi à avoir 1 million de Juifs soviétiques. Puis, ils se sont dit, tiens, il y a des Juifs en Éthiopie. C'est pas grave, ils sont noirs, ils sont pas vraiment juifs, mais ça peut faire l'affaire. C'est quand même 300 000 Juifs. Bon, donc ils ont réussi à les faire partir. Et malgré tout, ils se sont dit, on va faire de la propagande dans les pays où il y a des Juifs. Donc, il y a des écoles juives, il y a de la propagande. Enfin bon, je vais pas m'étendre là-dessus. Donc, bon an, mal an, il y a à peu près 30 000, 40 000 Juifs qui allaient chaque année en Israël. Ce qui fait que la population juive en 70 ans a été multipliée par 10 ou 12. Voilà. Et
le truc, c'est qu'en Israël, ils sacrifient la première génération, c'est pas grave, comme les Juifs marocains, ils arrivaient, ils étaient complètement déphasés, mais ils étaient là. Alors, ils ne pouvaient plus repartir. Pour certaines raisons, bon, c'est pas la peine de. Et donc, mais ils comptaient sur la deuxième génération, qui était, comment dire, qui était imbibée d'idéologie sioniste. Et ça marche. Vous savez qu'on prenait des gamins dès l'école primaire, dès la maternelle, et vous leur surinez la haine des Arabes, le sionisme, la victoire, la guerre, l'héroïsme, etc. Ben, puis le service militaire. Et donc, ça marche. Bon. Et donc, bon an, mal an, enfin, comme j'ai dit, la population juive s'est multipliée par 10 ou 12, jusqu'à arriver à 7,5 millions. Et patatras, octobre est arrivé. Alors, il y a d'abord la guerre d'octobre, c'est-à-dire que Israël est en guerre depuis le mois d'octobre 2023. Donc, ça va faire presque 3 ans. Et puis, il y a un élément, enfin, il y a certains éléments propres à la société juive. C'est-à-dire, tous ces juifs qui sont partis, vous savez, il y a les juifs des pays arabes, il n'y en a plus. Il reste les juifs d'Occident et un peu de Russie et d'Ukraine. Donc, ces juifs, à peu près, il y avait 30 000, 40 000 chaque année qui partaient d'Argentine, de France. Mais ces gens-là, à la différence des juifs qui étaient partis dans les années 50, 60, 70, qui étaient partis, sont tombés dans le piège, dans le panneau. C'est-à-dire, moi j'avais rencontré un de ces juifs soviétiques, qui était ingénieur, et qui avait réussi par un tour extraordinaire à échapper. Il est allé en Israël et il a réussi par miracle à quitter et à demander l'asile politique en France. C'est très très rare. Et il m'avait dit, il m'avait fait un tableau apocalyptique de la société israélienne. Ils s'y connaissent, les juifs russes, soviétiques, en termes de totalitarisme. Donc, tous ces juifs, par exemple les juifs marocains, ils arrivaient en Israël dans les années 50 et 60. Vous savez, il y a une blague que les juifs marocains se racontaient. Dans les années 50, Ben Gurion a reçu un juif marocain qui avait 10 enfants. Pour dire, voilà, c'est magnifique, tu apportes 10 enfants au pays, etc. On te donne une médaille et tout. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Je te le donne. Alors le juif marocain, il dit, je voudrais un passeport pour retourner au Maroc. Et ça, c'était la blague qui circulait dans les milieux juifs marocains dans les années 50 et 60. Ils étaient écœurés, mais ils ne pouvaient plus rien faire. Ils étaient prisonniers. Parce qu'on leur disait, vous voulez quitter le pays, il n'y a pas de problème. Vous nous remboursez ce qu'on a dépensé pour vous. Ça veut dire, je ne sais pas, 5 ans de salaire ou 10 ans de salaire. Bon, donc, les juifs soviétiques, c'était pareil. Donc, tous ces juifs étaient prisonniers, dans un sens. Sauf les juifs qui arrivaient à partir des années 80, 90. C'était des juifs français, russes, américains, argentins, pour la plupart. Il y avait des Brésiliens, etc. Eux, ils n'ont pas perdu leur nationalité. Et ils ont gardé, comment dire, une base de là où ils vivaient. C'est-à-dire, prenez n'importe quel juif américain ou russe ou français, même s'il part là-bas, même après 5 ans, 10 ans, s'il n'est pas content, il renouvelle son passeport et il retourne. À la limite, bon, ça sera un petit peu difficile, mais il a probablement de la famille, il a des amis, il connaît la langue, il peut repartir. C'est très facile pour lui de repartir. Donc, ce sont des immigrants d'un autre type, libres. Et donc, quand ils sont arrivés, bon, c'est vrai, la vie israélienne
c'est assez particulier. Vous savez, moi, par exemple, quand j'ai découvert cette société, je me suis dit, en quelle société, parce que elle était assez, comment dire, primaire, brutale, euh, dont les seules valeurs étaient la violence, la domination, le racisme, le mépris. Je me disais, mais c'est quoi cette société-là? Enfin, bon. Et les Israéliens qui sont nés là-bas, ils sont habitués. Par contre, tous ces nouveaux Israéliens qui avaient une bonne situation dans leur pays, mais ils ont été convaincus de partir. Et donc, à partir du moment où il y a une situation de guerre, vous savez que là, les gens qui font la guerre sont des adultes qui ont en moyenne 30 ans, 35 ans. Quand j'écoute les infos, par exemple, là récemment, il y a quelques jours, il y a 2 officiers qui sont morts au Liban. Ben, il y en a un qui avait 35 ans et l'autre 30 ans. Et ils étaient pères de famille. Donc, ça faisait des mois qu'ils étaient là-bas. Ils n'étaient pas venus pour ça. On leur a vendu le paradis sioniste avec le soleil et la Méditerranée et la joie de vivre et la paix et le bonheur, etc. Et ils voient un pays de violence, de guerre, et aussi tous ces gens qui sont venus ces 10 dernières années, mettons, ils ont vu un pays où la religion devient un élément important. Quand je dis la religion, ça veut dire la soumission au diktat religieux. C'est-à-dire de plus en plus, il y a la charia juive qui s'installe. Qu'on le veuille ou non, c'est comment dire, malgré, malgré tout, Israël avait une tradition laïque, très laïque. Aujourd'hui, il y avait peut-être 1 ou 2% de religieux. Aujourd'hui, ils sont entre 30 et 40%. Et donc, ben forcément, ils imposent leurs lois. Par exemple, en été, si vous voulez aller à la plage, si vous n'avez pas de voiture, il n'y a pas de bus. Par exemple, voilà. Parce que les religieux ne veulent pas qu'il y ait de bus le samedi. À part Tel Aviv, vous ne trouverez pas de café, de magasin, etc. Et de plus en plus, il y a ce poids de la religion. Par exemple, une ville comme Ashdod, qui était totalement laïque, c'est une ville de 100 000 habitants. Aujourd'hui, 30%, 35% du conseil municipal sont des religieux. Quand je dis religieux, ça veut dire des extrémistes, qui pour eux, le salut est dans la Torah. Voilà. Et ils sont prêts à aller jusqu'au bout pour faire appliquer ça. Donc, je vous ai donné quelques éléments pour expliquer que depuis 3 ans, il y a à peu près 50 000 à 60 000 juifs qui sont repartis. Donc, il est très probable que ce soit, parce que pour eux, c'est très facile de repartir, toutes ces familles qui sont venues et qui avaient un bon métier, et peuvent repartir facilement. Il y a eu un deuxième facteur qui a facilité le départ des Israéliens, qui est, vous savez, d'un côté, l'Espagne et le Portugal ont offert aux Juifs, aux Israéliens, parce que les autres, ça ne les intéresse pas, de demander la nationalité espagnole ou portugaise s'ils démontraient, en fait, on ne peut pas démontrer. Vous savez, moi j'ai dans ma famille deux cellules familiales qui ont obtenu un passeport portugais. Euh, elles n'ont jamais été au Portugal. Bon, mais le Portugal et l'Espagne, c'est ça la soumission au sionisme. C'est-à-dire, bon, on fait plaisir aux Juifs, à Israël. Voilà. Est-ce que vous imaginez un pays donner des nationalités à des gens qui étaient là 5 siècles avant et qui ne démontrent aucun lien
avec leurs ancêtres. Aucun. Bon. Mais on veut faire plaisir aux Juifs. Bon. Peut-être un peu moins aujourd'hui, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, et les Allemands ont fait pareil et les Polonais. Ça veut dire, ils ont dit aux Israéliens, vous avez eu un grand-père, une grand-mère allemande, on vous donne un passeport allemand. Et les Polonais ont fait pareil. Ce qui fait qu'il y a des centaines de milliers d'Israéliens qui sont nés là-bas et qui se disent, c'est-à-dire, vous savez, la première victime de la propagande sioniste, c'est le peuple israélien. C'est-à-dire, on lui a fait un lavage de cerveau. La propagande soviétique ou nazie à côté, c'est de la rigolade. Pourquoi? Parce qu'elle est très bien faite. Elle n'est pas faite avec la terreur. C'est-à-dire, le régime nazi ou le régime soviétique, les jeunes étaient terrorisés. On leur dit, enfin, attention, si tu t'écartes du chemin, tu vas, etc. Bon. Là-bas, non. En Israël, ils ont réussi à créer ce sentiment d'appartenance tel que, vous savez, quand vous entendez un jeune juif de 18 ans qui refuse de se faire le service militaire, c'est un acte d'un courage, presque d'un suicide du jeune. Pourquoi? Parce que tu t'exclus de la communauté. Ce qu'ils appellent, eux, d'un mot particulier qui est l'ensemble des copains, etc. Tu t'exclus. Et c'est terrible de s'exclure. C'est-à-dire que, vous savez, par exemple, moi qui suis l'actualité au jour le jour, quand il y a quelqu'un, un soldat qui tombe, bon, on lui fait des funérailles. Bon, évidemment, avec des milliers de personnes, etc. Et les médias sont là. Et ils tendent le micro à la famille. Et la famille est obligée de dire des choses qui vont dans le bon sens sioniste. C'est-à-dire, par exemple, si c'est la sœur, elle dit mon frère était un mec très bien, c'est extraordinaire, dévoué, il a donné sa vie pour nous sauver, pour sauver le peuple d'Israël, etc. Et ils ne peuvent dire que ça parce que les micros sont tendus. Si jamais un Israélien disait je ne sais pas pourquoi mon fils est parti à la guerre, c'est une guerre inutile, ce type-là, personne ne lui parlera dans l'immeuble. L'épicier refusera de lui vendre. C'est ça le système israélien. C'est-à-dire que tu es exclu socialement, tu n'existes plus. Vous savez, vous vous rappelez Mordechai Vanunu, vous savez, celui qui avait pris des photos de la centrale nucléaire de Dimona et qui les avait vendues à un journal britannique, le Daily Mirror ou quelque chose comme ça. Enfin bon. C'était en 1984-85. Il habitait à Dimona. C'est un juif marocain, d'origine marocaine. Son père, après cette affaire, n'a jamais pu mettre les pieds dans une synagogue. Est-ce que vous imaginez comment dire, le mépris social vis-à-vis de tous ceux qui s'écartent du chemin? C'est ça la société israélienne. C'est pour ça que c'est très difficile pour un Israélien de partir ou d'affirmer une certaine originalité, etc. Et pourtant, malgré tout, ils partent. Ils partent peut-être pas de manière ouverte, pas de manière, comment dire, provocatrice, mais ils partent. Ça veut dire 50 000 à 60 000 par an. C'est énorme, c'est colossal. C'est l'équivalent, c'est comme si en France, il y avait à peu près entre 400 000 et 500 000 qui partaient. Donc ça fait 3 ans que c'est comme ça. Et ceux qui arrivent, il n'y en a pas beaucoup. Ils arrivent quand même à récolter, ils arrivent à attirer 15 à 20 000 ou 25 000, ça dépend Ils arrivent parce que la propagande est forte, etc. Mais la tendance, elle est, à mon avis, elle est irréversible. C'est-à-dire que non seulement, parce que qui c'est qui part? Ce sont ceux qui peuvent d'abord travailler en Occident. Donc, ce sont ceux qui ont un métier
compatibles avec l'Occident, c'est-à-dire dans le domaine médical, technologique, etc., mais ne restent en Israël. Par exemple, moi, dans ma famille, j'ai deux familles qui ont le passeport portugais, parce que ces deux familles euh, ont une certaine ouverture vers la culture occidentale. Vous savez, moi, je peux le voir dans ma famille. Il y a ceux qui sont totalement israéliens, c'est-à-dire ils détestent l'Occident. Voilà, pour eux, ils attendent le Messie, c'est leur avenir, c'est leur pays, etc. Ils mourront pour lui. Bon, très bien, voilà. Mais en fait, ce sont des gens qui ne sont pas, en termes économiques, en termes culturels, ce n'est pas la crème de la crème. Voilà. Ce sont des petits commerçants, des petits employés, etc. Par contre, ceux qui partent sont ceux qui ont une ouverture vers l'Occident. Et donc, en partant, ils affaiblissent le camp de la démocratie, le camp libéral, le camp de l'ouverture vers l'Occident. C'est pour ça d'ailleurs que cette société israélienne juive devient de plus en plus fasciste, fascisante, messianique, etc. Et elle est totalement, enfin, elle se ferme de plus en plus à l'Occident. Et ils ne peuvent pas changer le cours des choses. Parce que, vous savez, un jour j'ai utilisé cette expression, la société israélienne est comme un train fou qui est lancé sans frein et qui est lancé vers l'abîme. Et personne ne peut l'arrêter. On connaît, vous savez, tout le monde. Vous savez, ils sont conscients. Hein. Les gens du Mossad, etc., ils sont conscients des dangers, mais ils ne peuvent pas faire autrement. Et donc, voilà la situation, et c'est une situation qui ne peut aller en termes de population qu'en s'aggravant. C'est-à-dire, euh, de plus en plus de gens vont avoir de moins en moins de scrupules à partir. Vous savez, par exemple, regardez à quel point, je vais finir sur cet aspect-là, c'est quand on est français, si on habite à Bamako ou à Washington, lorsqu'il y a une élection, on peut voter. Parce qu'on a un passeport français, etc. Bon, on va au consulat et on vote. En Israël, si on est israélien et si on est à l'étranger, même si on est touriste, on ne peut pas voter. C'est l'attachement à la terre. Ça veut dire qu'il y a des Israéliens qui rentrent, qui prennent l'avion spécialement pour le jour d'élection pour voter. D'ailleurs, il y a eu même un débat ces temps-ci pour dire est-ce que les Israéliens qui vivent à l'étranger, est-ce qu'on ne devrait pas leur enlever le droit de vote. Voilà, c'est une société qui se ferme de plus en plus et donc elle pousse ceux qui ont des passeports étrangers à partir tant qu'il est encore temps. Voilà. Donc en fait, c'est le pays qui se vide de son énergie vitale. Voilà. Et donc à terme, voilà. Bon, on peut deviner un peu ce que sera la suite, c'est-à-dire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Voilà, s'il y a des questions. Oui, Monsieur Cohen, vous Oui, m'entendez? oui, oui. Voilà. Bonjour à tous pour ceux qui prennent le live en cours. Je vous invite à partager un maximum, beaucoup de visibilité sur YouTube, un peu moins ailleurs, sur les autres plateformes. Alors, Monsieur Cohen, moi j'ai une question concernant l'article. Alors bon, l'article, on n'en a pas parlé, mais vous avez évoqué ce sujet par rapport à l'article qui a été publié là sur Time. C'était quoi déjà le site Time of Israel, je crois, c'est ça. Oui, oui, c'est ça, oui. Voilà. Est-ce que vous considérez que la fuite des cerveaux est historique en Israël aujourd'hui, ou c'est vraiment un phénomène anodin comme ça? Ah non, c'est historique, ça s'est jamais vu. En fait, c'est un pays dont on partait rarement, d'où on partait rarement. C'est-à-dire que il y avait bien sûr des gens qui quittaient, hein, enfin, bon, parce qu'ils cherchaient l'aventure, ou bien on voulait essayer autre chose, etc.
Mais ce n'était pas des vagues, d'abord, et c'était individuel, et puis ça ne concernait pas des gens installés. Alors que là, c'est vraiment une fuite de gens qui ont une situation stable, qui peuvent bien gagner leur vie, qui ont des enfants. Et c'est un phénomène tout à fait nouveau qui date de 3-4 ans. Voilà. Et c'est la situation actuelle, depuis 3 ans, de guerre et de harcèlement religieux, de harcèlement de fanatisme. Euh, Par exemple, voilà, juste pour vous dire, il y a un café qui a ouvert à Jérusalem. Bon, il ouvre le Shabbat. Bon, Jérusalem, c'est quand même la capitale, enfin, pour eux. Donc, dans le centre-ville, etc. Et ce café, il est harcelé chaque samedi par des milliers de religieux qui viennent, ils manifestent, ils jettent des pierres, etc. Voilà, donc c'est bon, je me limite à ça. Donc c'est une situation qui peut, enfin qui devient de plus en plus insupportable pour des gens qui sont habitués. Encore une fois, il faut vous dire que soit ce sont des gens qui sont venus il y a quelques années ou tout récemment, donc qui ont encore gardé en tête leur mode de vie occidental. Ce sont des gens qui ont vécu dans la région parisienne ou à Los Angeles, etc., ou à Moscou. Donc, ou à Berlin. Enfin, bon, ils ont une notion de ce qu'était la vie et ils veulent y retourner. Ils ont cette possibilité. Et donc, ça, c'est un phénomène tout à fait nouveau, récent, et surtout d'une grande ampleur. Parce que même s'il y a eu, encore une fois, des départs, mais c'était, il peut y avoir quelques milliers bon, dans l'année, mais 50 000 pendant 3 ans, ça fait 150 000, c'est colossal, sans compter le nombre de gens qui ont, comme mes deux amis par exemple, dont j'ai parlé, qui ont dans leur poche ou dans leur tiroir le fameux passeport européen. Donc, ils peuvent l'utiliser n'importe quand. Et donc, c'est. Bon, il y a 2 ans, il y a un prix Nobel israélien de physique. Je crois que c'était la première fois qu'il avait utilisé la fuite de cerveau. Parce que il était le directeur de l'école polytechnique à Haïfa. Il y a ce qu'on appelle enfin, l'équivalent de Polytechnique. Voilà. C'est la grande université qui forme les scientifiques, etc. Donc, s'il a parlé de fuite de cerveau, c'est qu'il a dû se rendre compte de lui-même dans le département, dans l'université, etc., de gens qui étaient venus peut-être avec des diplômes américains, etc., et qui repartaient. Voilà. Alors, Monsieur Cohen, vous êtes là, vous m'entendez? Oui, oui. Ah oui, voilà, à chaque fois j'ai un doute si vous m'entendez ou pas. Donc, parmi les facteurs là qui poussent tous ces cerveaux qualifiés vous avez évoqués, hein, la situation sécuritaire, une crise politique, le coût de la vie, les perspectives économiques, lequel vous paraît aujourd'hui déterminant et pourquoi? Alors, pour moi, d'abord, à mon avis, c'est la sécurité. C'est quoi la sécurité? C'est pas qu'ils sont en danger. Bon, d'abord, on a vu que l'année dernière, rappelez-vous, hein, la guerre de 12 jours, au mois de juin, à l'époque, il n'y avait pas la censure. Et pour la première fois, je crois, hein, pour la première fois, les Israéliens ont expérimenté ce qu'étaient les destructions massives d'immeubles. Ils ont passé presque 12 jours dans les abris. Avec, alors qu'ils croyaient, les Israéliens se croient immunisés contre ça. C'est-à-dire ils font ça aux Libanais, ils font ça aux Gazaouis. Comment eux, ils vivent dans des abris? C'est impensable. Et voir son immeuble détruit, enfin, c'est inimaginable. Donc c'est un choc, mais terrifiant pour les Israéliens. Et encore, on ne sait pas combien d'appartements ont été détruits. Je ne sais pas, peut-être 5 000, peut-être 10 000, enfin bon. Et la guerre qui vient d'avoir lieu, il y a eu aussi des missiles qui sont tombés, mais on n'a jamais su, la censure israélienne a très bien fonctionné. Donc la sécurité, c'est d'abord
cette insécurité, s'il y a la guerre, ça veut dire qu'on n'est plus à l'abri. Et ça, c'est terrible pour des gens qui sont venus des États-Unis, etc. Et aussi, s'ils ont des enfants, par exemple, vous imaginez si quelqu'un a un garçon et une fille, parce que les filles font le service militaire. Et vous avez des adolescents qui ont 15-16 ans. Vous vous dites, merde, dans 2 ans, 3 ans, c'est service militaire. 3 ans. Et après, c'est chaque année, vous savez, les adultes, jusqu'à l'âge de 40 ans, ils vont faire. Il y a des adultes aujourd'hui qui ont fait, ces 3 dernières années, qui ont fait ensemble peut-être 12 mois, 15 mois. Ce sont des pères de famille qui ont un business, etc. Ce n'est pas une vie, ça. Ils étaient venus, croyaient, c'était le paradis sur Terre. Eh bien, pas du tout. Et c'est la première fois que ça arrive. Israël n'a jamais été en guerre de cette façon-là. Donc, ils connaissent vraiment, à mon avis, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est pas la situation économique. En général, ce sont des gens qui ont une situation économique très favorable, parce qu'ils sont à peu près le haut du panier de la classe moyenne, et donc ils ont un bel appartement, ils ont 1 ou 2 voitures. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais je pense que la deuxième raison, c'est la raison, l'évolution de la société. C'est-à-dire, à part de vivre à Tel Aviv, on se sent de plus en plus encerclé par les religieux, par les fanatiques, par le fascisme rampant. Je crois que si on est médecin ou ingénieur, etc., quand on voit Ben-Gvir ou Smotrich hurler à la mort, à la destruction, et puis il y a eu des cas où des profs, un prof à l'université et une prof de lycée, en tout cas à ma connaissance, qui ont émis une critique sur Facebook, ils ont été licenciés. Donc ça crée une société, disons, où on commence à ressentir le poids de, comment dire, de la censure, de la surveillance. Et donc on se dit, bon, ça peut être, même si je ne suis pas contre la politique de l'État, mais en général, ce sont des gens, ceux qui viennent de l'étranger, qui sont venus en tout cas ces dernières années, ils ont plutôt une mentalité libérale. Et ils arrivent dans une société où on hurle à la mort. Enfin, je ne sais pas, par exemple, les soldats qui ont violé des Palestiniens, euh, quand la justice militaire a voulu les a mis en prison, dans une prison militaire, il y a eu des milliers de manifestants pour aller les libérer. Enfin, je ne sais pas, moi j'ai connu l'Israël des années 60 et 70, c'est inimaginable. La Cour suprême, elle est méprisée. J'ai entendu un ministre cette semaine dire, quand on reviendra au gouvernement, la Cour suprême, on va la liquider, enfin quelque chose comme ça. Donc, en fait, ces gens-là assistent au délabrement de ce qu'était la société israélienne telle qu'elle était célébrée à une époque, c'est-à-dire libérale, ouverte, tolérante, etc. C'est de plus, et chaque année, parce que le nombre des religieux augmente par la natalité. Moi, dans ma famille, les religieux, ils font 10-12 enfants, alors que les laïcs, ils font 1 ou 2. Bon, ben, à force, ça finit par avoir cette vague qui monte, et on se dit, mais bon Dieu, mais ça va s'arrêter où, ça? Donc voilà les 2 raisons, à mon avis, principales qui poussent ces gens à partir. Voilà. D'accord. Dernière question sur le sujet, et puis après on évoquera peut-être quelques sujets d'actualité. Si cette tendance se poursuit, M. Cohen, quelles pourraient être les conséquences pour Israël dans 5 ou 10 ans? D'abord, les conséquences sur le plan économique et technologique seront dramatiques. Déjà, c'est-à-dire que, vous savez, ces religieux-là, ils ne travaillent pas. Hein. Ou quand ils travaillent, ils font du travail social. Je veux dire, d'ailleurs, dans l'article, c'est les médecins et les ingénieurs. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui partent, ce sont ceux qui tiennent l'économie du pays. C'est cette classe moyenne supérieure qui tient
l'économie, la finance, l'ingénierie, la technologie, etc. Et donc, on va laisser de plus en plus la société va être livrée va, euh, à des gens qui ne sont pas capables de tenir une société moderne. Voilà. Société moderne, ça veut dire tout ce qui a fait la force d'Israël va nécessairement baisser. C'est-à-dire, bon, ne va pas disparaître d'un coup, mais forcément, ça va baisser d'année en année parce qu'il y aura de moins en moins de ces gens qui forment l'ossature de l'économie israélienne, d'une part. Et deuxièmement, la société israélienne va devenir de plus en plus extrémiste. Bon, elle est déjà, mais on ne connaît pas encore comment dire, la suite. Un jour, j'avais dit, attendez de voir l'après Netanyahou. Netanyahou, c'est un modéré. Enfin, j'ai dit, c'est vrai, il y a 10 ans. Et à l'époque, il était un modéré. Bon. Mais imaginez ce que sera un après Netanyahou. Ça sera encore pire. Parce qu'il y a la poussée des extrémistes. Juste pour vous donner une idée, avant, il y avait le Parti travailliste qui a gouverné pendant, je ne sais pas, une quarantaine d'années sur les 80 ans du pays. Aujourd'hui, le Parti travailliste, il est réduit à un tout petit parti qui a changé de nom, qui s'appelle les démocrates, et qui fera peut-être 8-9%. Voilà. Et donc, toute la classe politique israélienne, elle est à 90% pour aucun compromis, même pour la destruction de la mosquée Al-Aqsa, etc. Enfin, pour la construction du temple. Donc, c'est vraiment une vague qui est en train de monter et que rien ne pourra arrêter. Et ça sera une société qui n'acceptera aucun compromis, enfin déjà maintenant, mais dans 10 ans, aucun compromis. Et donc, elle ira à sa perte, parce que c'est un pays qui, enfin, je ne sais pas si elle tiendra, même sur le plan militaire, parce que les religieux, ils ne font pas le service militaire. Donc, même sur le plan militaire, ils n'auront pas suffisamment de soldats. Alors, merci, M. Cohen, pour vos réponses sur le sujet. Il y a quelques questions sur le chat. Je vais quand même vous les donner, M. Cohen. Alors, il y a une question plutôt, voilà, M. Cohen. Bonsoir. Y a-t-il un espoir de paix pour Israël? Aucun. Voilà. Donc, c'est pas la peine de. Je l'ai toujours dit d'ailleurs, hein, c'est pas la première fois. J'ai dit qu'Israël ne fera jamais la paix. C'est une société qui, vous savez, le régime sioniste, il l'a fait exprès. C'est pas, il aurait pu avoir la paix. L'État profond sioniste, dès 1948, il a tablé sur la guerre. S'il avait voulu la paix en 67, aucun pays n'aurait contesté son existence. Il aurait eu tout ce qu'il voulait. Mais ça ne l'intéressait pas. C'est ça le problème. Il faut comprendre une chose. L'État profond sioniste, il veut la guerre. Bien sûr, il ne le dit pas. Mais parce que faire la paix, c'est faire disparaître Israël, c'est diluer la société israélienne dans le Moyen-Orient arabe. Voilà. Je n'ai pas le temps de développer, mais c'est la hantise des Israéliens. Donc, en fait, ils veulent créer ce ghetto ethniquement pur, mais en même temps qu'ils se retournent contre eux. Donc, c'est ça le dilemme. Donc, ils ne peuvent pas faire la paix. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je pense que il n'y a que ce petit parti travailliste qui ose parler de paix, enfin de solutions pouvant amener à la paix. Mais pour 90% des politiques, ça les arrange ce qui se passe actuellement et ils veulent encore aller plus loin, voilà, dans la guerre. Donc, c'est même pas la peine. Enfin, vous savez, dire que on va chercher à faire la paix avec Israël, et s'il y a des pays arabes qui le pensent, c'est que soit ils sont, soit ils sont, voilà. Donc, j'évite les adjectifs insultants et déplacés.
Donc, si vraiment quelqu'un pense, enfin un homme politique ou un intellectuel, qu'il soit arabe ou occidental ou ce que vous voulez, s'il pense qu'Israël peut faire la paix, là, je parle de manière générale, soit il est un crétin, soit il est complice du régime sioniste. Voilà. La paix est impossible avec cette société-là. Voilà. Très bien. Merci, M. Cohen. Une autre question. Quel est, selon vous, le risque pour d'avoir au sein de la société israélienne un chiisme culturel? Non, le schisme, il existe déjà, mais seulement ce sont les libéraux qui le perdent. C'est-à-dire, au départ, dans les années 50-60, le pays était libéral, laïque, socialiste, ouvert, etc. Et seulement, ils ont laissé, je sais pas, c'est comme ça, hein, les religieux ont envoyé en 3 générations, sont passés de 2% à 30%. Voilà. Et donc, le schisme, il est déjà là. Vous savez, le combat sur la Cour suprême avant le 7 octobre, il y avait le combat qui a failli à déboucher sur une guerre civile. Donc, c'était 2 Israëls qui se confrontaient. L'Israël laïque, libéral, respectueux du droit, donc Ashkénaze plutôt occidental, qui voulait garder la Cour suprême telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle a été, et un courant oriental, messianique, etc., qui, ne veut plus de qui veut plus de cette Cour suprême et qui veut imposer son point de vue. Or, ce schisme existe et il s'approfondit et la victoire appartient, si elle n'appartient pas déjà, la victoire appartiendra au camp obscurantiste, religieux, messianique, par la force des choses. Parce que le départ des libéraux et parce que la natalité des autres. Et donc, forcément, le rapport de force est en train de basculer sans qu'on puisse rien y faire. Très bien, Monsieur Cohen. Alors, n'hésitez pas pour celles et ceux qui veulent poser leurs questions, de faire la demande ou l'écrire dans le chat. Il n'y a pas de souci. Alors, Monsieur Cohen, il y a une remarque là. Je voudrais avoir votre avis. Euh, alors, attendez. Oui. Là, voilà, là. C'est l'Occident qui est derrière le sionisme et les Juifs en sont les victimes. Vous en pensez quoi? Alors, je ne connais pas l'intention de celui qui a écrit ça, mais en fait, j'essaye de comprendre l'idée. C'est que, vous savez, l'Occident, si un jour, qui viendra par la force des choses, les Israéliens se trouvent comment dire, dans une situation difficile, bon, pour ne pas dire une expression vulgaire, ça arrivera, hein, et l'Occident va se retrouver devant une situation embêtante, c'est-à-dire 6 ou 7 millions de juifs israéliens à caser. Et je vous garantis que l'Occident fera tout pour ne pas les accueillir. Voilà. C'est-à-dire, il se débarrassera des juifs comme il s'est débarrassé d'autres minorités, des Kurdes, comme il s'est joué de toutes les minorités. Ça veut dire que aujourd'hui, les Juifs croient que l'Occident, Israël croit que l'Occident, il est de leur côté, etc. L'Occident est d'un cynisme absolu, total. C'est-à-dire que quand Israël ne sera plus d'utilité pour eux, pour l'Occident, pour lui, ils le jetteront comme une chaussette sale. Et les Juifs qui s'y trouveront, ils ne les accueilleront pas. L'histoire a montré, je n'ai pas le temps, mais l'histoire a montré que l'Occident s'est montré d'une hostilité terrible vis-à-vis des Juifs, même au XXe siècle, hein, au point de refuser de les aider, enfin de les secourir, etc. Donc, je pense comprendre la remarque de l'auditeur de cette façon-là. Voilà. Très bien. Merci, M. Cohen.
on continue. Il y a pas mal de questions. J'aimerais avoir votre avis aussi, Monsieur Cohen, sur l'accord qui a été signé en début de semaine entre la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Alors, moi, vous connaissez mon opinion sur les dirigeants arabo-musulmans. Bon, pour ne pas être méchant, disons qu'elle n'est pas très positive. Vous avez vu comment ils ont laissé le génocide de Gaza se dérouler et se dérouler encore aujourd'hui. Donc, pourquoi ils ont fait ça? Euh, Franchement, alors je vois mal la Turquie venir en aide à l'Arabie Saoudite si elle est attaquée. Si elle est attaquée par qui? Bon, par l'Iran. Je vois mal la Turquie ou le Pakistan combattre l'Iran. Enfin, c'est complètement. Enfin, à mon avis, c'est un acte. D'abord, comment ça a été fait dans l'urgence. Je ne crois pas qu'il y ait eu des pourparlers, etc., une définition des objectifs. Et d'ailleurs, je ne sais pas si, en tout cas pendant plusieurs jours, ils n'ont pas publié le texte, donc on ne sait pas ce qu'il contient, dans quelles conditions on peut aider l'autre État, etc. Donc, si vous voulez une conclusion à moi, comme ça, mais on verra avec le temps. Mais pour moi, c'est. Ben, voilà, vous connaissez les Arabes. Voilà. Je suis désolé de parler comme ça. Enfin, les dirigeants, hein, je ne parle pas des peuples. Donc, vous les connaissez. Enfin, moi, je les connais. Et je crois que ce qu'ils ont fait pendant 80 ans, comment dire, ne, ne pousse pas à émettre un jugement positif sur leur volonté, sur leur intention, etc. Ça parle beaucoup, hein, d'accord? Voilà. Ça parle beaucoup, ça prend beaucoup de résolutions. Et malheureusement, l'histoire nous a montré que c'est toujours dans le vide. Voilà. Donc, on verra. Voilà. Alors, ouais, vous m'entendez toujours? Oui, oui. Est-ce que vous pensez à est-ce que vous pensez que la destitution de Trump est possible? Euh, Ça dépend des résultats du. Alors, euh, il y aura des élections en novembre. Il y a des chances, il y a de très grandes chances que, d'ailleurs, les primaires qui se déroulent sont absolument impitoyables. C'est pratiquement le parti républicain, il est laminé. Et même les candidats pro-Israël sont laminés. Donc, si les deux chambres, si la Chambre des représentants et le Sénat ont une majorité, ils peuvent entamer une procédure d'impeachment, c'est-à-dire de destitution du président. Ils ont suffisamment d'éléments, ne serait-ce que par exemple, voilà, Trump s'est enrichi, lui et sa famille, s'est enrichi de plusieurs milliards avec cette guerre en Iran. Je crois l'avoir dit déjà, c'est-à-dire il joue avec la bourse. D'ailleurs, les Iraniens, ils ont regardé l'intelligence, enfin, c'est fantastique, l'intelligence des Iraniens. Ils ont compris que Trump jouait beaucoup sur l'ouverture et la fermeture de la bourse pour dire que ah, on est au bord de négociations, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait lundi, une demi-heure avant l'ouverture de la bourse, des bourses, parce qu'elles sont plusieurs, une demi-heure avant que Trump ne dise euh, on est sur le point de négocier, etc. Ils ont attaqué un pétrolier, ce qui fait que les bourses se sont dit oula, donc ça a été la panique. Et donc en fait, Trump, il y a plusieurs éléments qui mèneraient à sa destitution et pire encore. Ça dépend de la majorité qu'il y aurait, mais à mon avis, la Chambre des représentants et le Sénat basculeront du côté démocrate et les démocrates qui vont être élus, attention, ce n'est pas les démocrates d'hier. C'est-à-dire, il y aura parmi eux des éléments très durs qui iront jusqu'au bout. Une autre question, Monsieur Cohen. Selon vous, quelles sont les raisons euh, alors, pour quelles raisons la communauté internationale ne sanctionne-t-elle pas davantage Israël au vu des multiples condamnations prononcées à son encontre, en dehors des États-Unis, bien sûr?
Parce que la communauté internationale ne fait jamais ça. Voilà. On commet l'erreur de croire que la communauté internationale est une espèce d'institution qui veut appliquer la justice, le droit, qui veut sanctionner le méchant et protéger le faible et le juste. Mais c'est pas ça la communauté internationale. La communauté internationale, c'est un groupement d'États égoïstes qui ne cherchent que leur intérêt égoïste. Voilà. Donc, ils n'en ont rien à fiche des droits de l'homme, des peuples qui souffrent, etc. Donc, ils n'ont aucune raison de sanctionner Israël parce qu'Israël est un élément. Vous savez, c'est comme une équipe de poker ou de foot, et Israël est un bon élément dans cette équipe. Voilà. Parce que Israël a des compétences en matière de surveillance des populations, etc., enfin, de renseignement, et donc il n'y a pas de raison de sanctionner. Il y avait une autre question. Alors, pas mal de questions ce soir, Monsieur Cohen, hein, beaucoup d'interactions. C'était, attendez, c'était par rapport. Alors, je vais pas retrouver. Ah oui, c'était par rapport à. C'était par rapport au. Je ne l'ai pas retrouvé, mais je l'avais mémorisé. C'était par rapport au 7 octobre. Comment on peut expliquer qu'avec tous les moyens technologiques qu'avait Israël en 2023, hein, on sait Oui, que oui. c'est une puissance nucléaire et tout ça, bah, comment a pu se produire ce fameux 7 octobre? Alors, Non, on l'avait bien sûr évoqué, Monsieur Cohen, hein, dans des vidéos à plusieurs oui, on reprises. l'a Hein. déjà évoqué. On l'a C'est-à-dire beaucoup que, évoqué, mais essayez de répondre en quelques mots, pas longtemps. en fait, bon, si, si on voulait, pourquoi il n'y a pas d'enquête indépendante en Israël, alors que les familles demandent une enquête, etc. Parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas. Il y a eu, c'est pas qu'il y a eu des faiblesses, il y a eu une complicité de l'État profond. Je préfère appeler ça l'État profond sioniste, qui a fait d'ailleurs assassiner Yitzhak Rabin. Et cet État profond avait envie que le Hamas attaque. Et pour donner l'ampleur à cette attaque, je retiendrai deux éléments. Un, il a empêché tous les renforts d'arriver pendant 6 heures. Est-ce que vous imaginez, vous savez, Israël, c'est un peu comme, je ne sais pas moi, la Seine-Saint-Denis. Enfin, à peu près, je ne sais pas, peut-être la Seine-Saint-Denis et 2 départements, voilà, ça Israël. Et donc, vous imaginez que la base la plus loin, la plus proche, elle est à 5 ou 10 kilomètres. Bon, ils ont mis 6 heures, ils ont reçu l'ordre. Moi, j'ai entendu des militaires israéliens dire nous avons reçu l'ordre de ne pas intervenir. Donc, l'armée israélienne n'est pas intervenue pendant 6 heures. Et deuxièmement, l'armée israélienne a détruit et tué la moitié des Israéliens ce jour-là. La moitié. Voilà. Et donc, il est évident que, d'ailleurs, la conséquence immédiate, tout a été monté pour déclencher la guerre de Gaza dès le lendemain. On avait tout le narratif pour lancer le nettoyage ethnique qui allait suivre. Donc, c'était une opération montée, acceptée, manipulée, etc. Et il y a eu des témoignages, même en hébreu, des gens qui disaient, je ne comprends pas, un hélicoptère israélien a tiré sur notre voiture, etc. J'ai vu, ils racontaient ça en hébreu. Mais malheureusement, le système de censure et le système de contrôle médiatique et la complicité de pas mal de gens dans la société israélienne, dans les hautes, comment dire, les hauts postes, les hautes fonctions, font que tout est fait pour répandre et faire accepter l'idée qu'il y a eu des erreurs, on ne comprend pas, c'est pas possible, comment on a pu se laisser aller, se laisser. Non, non, c'est pas vrai. C'était un coup monté, enfin, c'était un coup accepté. Et c'est ça d'ailleurs le cynisme, le machiavélisme sioniste, c'est qu'il est prêt à sacrifier 1000 Israéliens, 1000 citoyens israéliens pour arriver à ses fins. Voilà. Ouais, monsieur,
Monsieur Cohen, il y avait une autre question, c'est ça par rapport à la Libye. Qui est, selon vous, derrière l'attaque des drones sur le site pétrolier? Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, il y a eu une attaque récemment. Ah non, en Libye, non. Non, 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 j'ai pas suivi, non. Désolé, Ok, pas de ça m'a souci. Bah, échappé. écoutez, il n'y a pas de problème, on va passer à une autre question. C'est vrai que ça fait pas beaucoup d'échos, mais en tout cas, il y a eu quelques échos sur les médias concernant ce site pétrolier qui avait été attaqué. Sinon, il y avait une autre question, Monsieur Cohen. Alors là, euh, c'était. Alors attendez. C'était par rapport à. Ouais, bon, il y avait celle-ci de Tariq qui nous disait quelle est la position du RN français par rapport à Israël? Ah ben, il s'est complètement sionisé, d'ailleurs. Enfin, en fait, vous savez, euh, il y a une vingtaine d'années, il y a un avocat qui s'appelle Goldnadel avec Elisabeth Lévy. En gros, ce sont les deux principaux personnages de l'opération qui ont reçu instruction du Mossad ou d'institutions comme ça, qui, pour ramener la droite nationale, les droites nationales européennes ou les droites fascisantes européennes, vers Israël, vers le sionisme. Et ça a été une réussite totale. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, il y a eu la réunion de ces partis à Madrid, en présence d'un ministre israélien qui s'appelle Chikli. Et ce Chikli, il est ravi de fréquenter l'extrême droite européenne. Il est ravi de se prendre dans ses bras l'extrême droite, le RN, enfin, toute l'extrême droite européenne. Et d'ailleurs, c'était Vox en Espagne qui avait organisé la réunion, etc., le grand amour. Et le RN aussi pour une autre raison, c'est-à-dire là très française, c'est-à-dire pour se dédiaboliser, pour échapper à la critique habituelle, traditionnelle de l'antisémitisme, à cause de son père, Jean-Marie Le Pen, ils ont tout fait pour se dédouaner. Voilà. Alors, vous avez eu la visite de. Bon, parce que jusqu'à aujourd'hui, Marine Le Pen, à son grand regret, n'est pas encore autorisée à aller rendre hommage à Israël, s'incliner, ramper, embrasser le sol israélien, mais ça arrivera, ça arrivera. Et donc, le RN, c'est pratique. Enfin, aujourd'hui, l'extrême droite européenne et le RN sont les partis qui sont le plus pro-sionistes d'Europe. Alors qu'avant, il y a seulement 20 ou 30 ans, je vous rappelle que dans les années 70 ou 80, il y avait un premier ministre en Autriche qui s'appelait Kurt Waldheim, qui était d'extrême droite, enfin, on le disait d'extrême droite, enfin bon, voilà, pour simplifier. Kurt Waldheim, Israël a rompu ses relations diplomatiques avec l'Autriche, a rappelé son ambassadeur. Et donc, là, c'est un changement à 180 degrés, c'est-à-dire qu'Israël a trouvé son bonheur avec les partis d'extrême droite et ce Chikli, ce ministre, il est dans les meilleures relations avec tous les représentants des partis d'extrême droite européens. Très bien, merci Monsieur Cohen. Il y avait une question. C'est concernant les relations israélo-marocaines. Comment les Oui, voyez-vous évoluer? Et pour rester sur la question du Maroc, pourquoi les MRE? C'est pas moi qui pose les questions, hein. Moi, je donne la parole aux gens. Les gens posent leurs questions. Monsieur Cohen, il répond ou pas. Mais en tout cas, voilà, faudra pas me dire encore le Maroc, encore le Maroc. Donc, Monsieur Cohen, comment voyez-vous évoluer la relation Israël-Maroc? Et pourquoi les MRE, donc les Marocains résidant à l'étranger, en France ou ailleurs, hein,
malgré la culture occidentale, ne se rebelle pas. Voilà. Alors, c'est une question. La première question est un peu difficile, c'est-à-dire euh, tout dépend. Moi, à mon avis, les relations entre le Maroc et Israël vont dépendre en grande partie de ce qui va se passer en Iran dans les prochains mois. Si, comme on voit les choses, l'Amérique accepte, enfin, en tout cas, la défaite de l'Amérique devient évidente, patente. Elle est déjà pour les spécialistes. Elle est déjà. L'Amérique est empêtrée, c'est comme un géant dont les membres sont ligotés. Voilà. Il ne peut pas bouger. Voilà. Et donc, parce que je pense que pour l'Iran se garde Israël pour un peu le dessert. Voilà. C'est-à-dire, il est en train, il a presque éliminé tous les pays, parce que par exemple la Jordanie, les pays du Golfe maintenant se rendent compte qu'ils ont été, enfin, se rendent compte, je ne sais pas s'ils ont été si stupides à ce point, mais on peut, je sais pas, on peut pas leur donner le bénéfice du doute sur ce point-là. Voilà. Donc, je pense qu'ils ont été tellement bons que quand ils ont accepté tout. Voilà. Ils ont avalé toutes les couleuvres. Et donc, euh, toutes les bases qui entouraient Israël n'existent plus ou ne sont plus, comment dire, ne sont plus opérationnelles. Et donc Israël va se retrouver tout seul. Et je crains pour Israël la prochaine attaque, parce que l'Amérique ne sera plus là, les armements ne viendront plus, les pays du Golfe ne pourront plus rien faire, et on va voir ce qui se passe. Donc, je pense, parce que le Maroc, le problème quand je dis le Maroc, le régime marocain, il s'est engagé à fond dans cette alliance. Donc, il peut pas reculer. Voilà. Ou il ne peut même pas, comment dire, mettre un bémol. Parce que là, ce qui se passe, c'est quasiment le pays s'est livré au sionisme. Voilà. C'est presque je sais pas, c'est indécent. Bon. Mais moi, je pense que c'est pas la solution, mais disons, l'ouverture viendra de ce qui va se passer au Moyen-Orient. Si, comme je pense, l'Amérique va sortir affaiblie, Israël va probablement, enfin, à mon avis, sortira très affaibli aussi, sinon pire, de cette confrontation, parce qu'on n'a encore rien vu de la confrontation, sans compter la crise mondiale, économique, etc. Est-ce que le régime marocain pourrait, comment dire, trouver encore un bénéfice à cette alliance? Voilà. Est-ce qu'il ne cherchera pas à se dégager pendant qu'il en est encore temps? Et ça pourrait être un élément pour sauver quasiment le régime. C'est-à-dire, le régime peut faire ce cadeau au peuple. Vous savez, le régime marocain, il aime bien faire des cadeaux au peuple. Vous savez, le discours du trône, qui a lieu chaque année, commence toujours par cette formule cher El-Aziz, c'est-à-dire cher peuple, alors que la monarchie méprise le peuple marocain enfin, c'est inimaginable. Mais bon, donc la monarchie marocaine peut jouer intelligemment, pourquoi pas, et se dire voilà, on a joué le mauvais cheval. Parce que finalement, l'Amérique n'est plus ce qu'elle était, Israël n'est plus ce qu'il était. On a joué le mauvais cheval qui allait nous mener vers la victoire totale dans la région, etc. Et donc, changement, il dit, voilà, nous allons redécouvrir, nous allons nous battre pour la Palestine, etc. Et la monarchie peut regagner une grande crédibilité, une grande légitimité. Parce que le peuple se dira, bon, voilà, oui, on retrouve notre roi, voilà, bon. Donc, vous voyez un peu la manipulation qui peut se faire. Moi, je verrais ça un peu comme ça.
Et deuxièmement, pourquoi les MRE ne se révoltent pas? Parce que je connais assez bien la société marocaine, j'y ai vécu 35 ans, j'ai enseigné, etc. Le Marocain est très, de manière générale, je ne voudrais pas qu'on me sorte, de manière générale, le Marocain, il est très légitimiste. Vous avez, par exemple, quand il y a eu les manifestations il y a quelques mois, vous savez, ces jeunes, là, la génération machin 2.0, je ne sais pas quoi. Bon. À l'époque, j'avais fait une vidéo en disant que ces jeunes ne visent pas la bonne cible. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas réussir. Ça va échouer dans quelques jours. Et c'était évident. Parce que la bonne cible, c'est quoi? C'est la monarchie. Parce que c'est le cœur du régime, c'est le cœur de la corruption, c'est le cœur du système. Si le système est ce qu'il est, avec ses inconvénients, ses inégalités, sa corruption, etc., c'est bien, il y a une raison principale. Voilà. Elle ne tient pas au Premier ministre, elle tient à la monarchie. Voilà. Et ça, personne, je dis bien personne, n'oserait le dire. Et si j'étais resté au Maroc, je ne l'aurais pas dit. Voilà. Parce que, comment dire, je ne sais pas, peut-être pour un esprit qui vit en Occident, ça peut paraître un peu compliqué à admettre ou à intégrer, mais moi qui ai vécu dans cette société, assez longtemps quand même, et donc j'ai fréquenté les milieux enfin, culturels, intellectuels, etc. Euh, il y a une espèce de, comment dire, il y a une espèce on perd un peu de sa virulence, on finit par accepter les choses. Je sais pas si, je vais essayer de me faire comprendre, je ne sais pas si j'arrive. J'ai l'impression, c'est une société qui endort, voilà, qui, comment dire, qui arrondit, enfin, on est moins, euh, on accepte, on se met dans le compromis, on ne se révolte pas trop, on ne dit pas les choses qui fâchent. Et le roi, et la monarchie et le roi sont au centre de ce système. Et donc, les MRE, ils ont intégré dans leur subconscient cette idée que la monarchie est inattaquable, même bien sûr s'il y a des problèmes, mais c'est pas nécessairement le roi. Enfin, et puis il y a cette résignation séculaire vous savez, d'abord chez les Arabes et au Maroc en particulier. Voilà. Vous vous baladez dans la campagne, etc. Il y a cette résignation. Voilà. On se remet à Dieu. Bon, Dieu est grand. Dieu va nous aider, Dieu va nous sauver, etc. Et puis, il y a peut-être aussi un élément de crainte. C'est-à-dire, on se dit, bon, il y a quand même des gens, si on parle à quelqu'un, il se peut qu'il nous dénonce. Voilà. Et donc, la prochaine fois, si je dois faire un passeport au consulat, voilà, on sait que ça existe. Donc, tous ces éléments font que ces gens se disent, je vais aller pour un mois, j'ai pas envie d'avoir des histoires, mais qu'il mouchkil, laissez-moi tranquille. Voilà, donc c'est ça, ils ne sont pas dans cet esprit revendicatif euh, de contestation. Ils veulent passer un mois tranquille, ils veulent voir la famille en paix, et puis ils se remettent à Dieu. Voilà, Dieu est grand. Et Dieu, bon, Dieu il pourvoira, etc. Donc c'est ça que je pense. Enfin, bon, en tout cas, si je veux, pour répondre à cette question, bon, parce que ça me rappelle des souvenirs comme ça, bon, des anecdotes, etc. Mais c'est ça un peu, il y a cet esprit marocain. Mais je veux dire, c'est peut-être pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est difficile à peut-être à faire toucher du doigt. Mais quand on y est, on le vit, et ben on s'y fait. Moi, je me souviens, c'était voilà, on était plus, comment dire, on acceptait les choses. On finissait par se résigner à pas mal de choses. Voilà.
Très bien, merci M. Cohen. Juste une question avant de donner la parole à Dr Spiriluna qui nous a rejoint sur TikTok. Monsieur Cohen, Oui, vous aviez fait un entretien il y a quelques mois avec justement un parti républicain, je crois, marocain. oui, oui, Est-ce oui. que vous avez eu des nouvelles? Est-ce qu'il a été publié cet entretien? Alors, bon, maintenant je peux le dire, enfin voilà. L'entretien n'a jamais été publié, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai trouvé ça très, comment dire, très désagréable. Et je peux le dire maintenant, enfin, j'en ai rien à fiche. Ils m'ont contacté il y a quelques jours et j'ai dit que je n'étais pas intéressé par faire un nouvel entretien. Parce que bon, là je n'ai pas entré dans certains détails, disons, dans l'entretien. Je ne trouvais pas l'entretien très professionnel. C'est-à-dire dans le sens où on posait. Mais ça fait rien, je me disais, bon, après tout, bon, c'est un entretien quand même, etc. Mais ils m'ont dit au bout de 2 mois que pour des raisons techniques, pour des raisons techniques, l'entretien n'a pas. Enfin, on l'a perdu, je ne sais pas quoi. Ah, d'accord, ok. Elle est pas Donc, mal, celle-là. donc, moi, vous savez, bon, on me l'a fait une fois, on ne me le fera pas une deuxième fois. Voilà. Donc, tant pis pour eux, hein, c'est comme ça. Voilà. Il faut qu'ils fassent du. S'ils veulent être crédibles, ben, il faut qu'ils soient sérieux. Mais avec moi, on m'a fait le coup une fois, c'est fini. Merci, Monsieur Cohen. Alors, on va donner la parole à Der, Dr Spiriluna. Bonsoir. Je crois qu'il avait quelque chose à vous dire, une question peut-être. Bonsoir, toi, tu m'entends bien, Institut. On t'entend, vas-y. C'est parfait. Donc, je tiens à remercier Monsieur Jacob Cohen de m'écouter. Je suis très honoré et je l'écoute depuis ses débuts, bien avant Altitude. J'ai tout écouté, etc., etc. Et le discours actuel, moi, ce que je voulais noter, c'est que je suis né dans les années 60, d'une mère instite, puis directrice d'école, d'un père instite, directeur d'école, de grand-père directeur d'école, algérien, hein, pardon, je suis algérien. Et j'ai l'impression qu'il y a un continuum entre l'OAS d'hier, parce que c'est ce que j'ai écouté, moi je suis né dans les années 65, après l'indépendance, et il y a un continuum entre le discours OAS et le discours actuel de la France de Zemmour, etc. Il y a une espèce de, ils rebondissent un peu sur le même discours. Et est-ce que moi, ma mère qui a vécu, qui est algérienne, militante, etc., mais directrice d'école quand même, en 1955, disait, elle vivait parmi des voisins chypriotes, juifs, espagnols, italiens. On n'a jamais eu de différence de désignation, etc. Et j'ai l'impression que moi, cette population juive, authentique comme les Jacob Cohen ou Shlomo Sand ou d'autres personnes honnêtes, j'ai l'impression qu'ils sont victimes un peu de cet occidentalisme, comment on appelle ça, qui est prédateur, qui veut absolument continuer comme une espèce de machine folle à occuper des terrains, à occuper, à faire la guerre à toute la population du monde. Et c'est ce que je ressens. Et M. Jacob Cohen, il tombe tout à fait dans l'escarcelle des gens que ma mère et mon père aimaient bien, qui étaient des gens honnêtes et des gens tranquilles. Donc moi, ce que je veux faire transmettre comme message, c'est que je me dis que l'Israël, c'est peut-être... les Juifs sont victimes de la politique occidentale en Israël. Voilà. C'est un porte-avions Alors, pour la guerre. essaye d'être un peu concis pour que Monsieur Cohen puisse répondre, s'il te plaît. Est-ce que ce n'est pas un continuum entre la prédation occidentale, je parle la prédation occidentale qui a commencé aux Amériques, qui a tué 70 millions d'Indiens, etc., etc. Est-ce que c'est pas juste le porte-avions à la pointe de la flèche de l'Occident et les Juifs en sont victimes? Voilà. Je salue M. Cohen et je te salue Altitude. Salut. Merci à toi. Oui, enfin, je crois que
Bon, nous avons plus ou moins répondu à cette question tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà, l'Occident a eu, au départ, vous savez, la Grande-Bretagne, vous savez, contrairement à ce qu'on pense, bon, la Grande-Bretagne a favorisé un petit peu les Juifs, mais pas trop. Et d'ailleurs, il a fallu que les Juifs fassent du terrorisme contre les Anglais pour obtenir le plan de partage. Et un terrorisme très violent et très meurtrier. Mais une fois Israël créé, ben, ils se sont dit, tiens, ça peut nous servir à attaquer l'Égypte, par exemple. Donc en fait, voilà, l'Occident, il utilise Israël et il l'utilisera tant qu'il pourra. Mais le jour où Israël ne lui sera plus utile, et ça arrivera un jour, à mon avis, eh ben, il le jettera et puis il trouvera une solution, il lui imposera une solution très, très défavorable. Je j'ai pas très bien, enfin, le son n'était pas très, très clair avec l'auditeur, mais j'ai bien peur de ne pas avoir tout saisi. Enfin, sauf la dernière question à laquelle, voilà, j'ai apporté cette réponse-là. Voilà. Très bien, bah, éventuellement, la prochaine fois, monsieur docteur Spiriluna, vous reviendrez avec un micro un peu meilleur, comme ça, monsieur Cohen pourra mieux comprendre, mieux entendre la question. On va s'en rester là, monsieur Cohen, on a fait Oui, le tour un petit peu. très bien. Il y avait énormément d'interactions aujourd'hui, il y avait pas mal de questions, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais en tout cas, merci encore à vous, monsieur Cohen. C'est moi. Bonsoir à tous. Un excellent week-end et à bientôt. Merci. Au revoir. Voilà les amis, donc c'est terminé pour cette chronique hebdomadaire exceptionnellement prévue ce soir, le jeudi, à la place du vendredi. On se donnera rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut, à 19h30. Mais vendredi, que la paix soit sur vous. Salam alaikum. Merci à toutes et à tous, à toutes et à tous qui ont partagé, tapoté le live. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Altitude sur YouTube pour revoir l'entretien en rediff, les amis.